bienvenue et bonjour Leslie Thomas, vous êtes la secrétaire générale du CNC. Bonjour. Et bienvenue Aurélien Bigot, vous êtes chercheur sur la transition énergétique des transports et vous étiez parmi les 4 experts sollicités par le CNC pour préparer ce plan action. Bonjour. C'est ça, bonjour. Première question, à qui de vous deux souhaiterait répondre? Très concrètement, ça veut dire quoi décarboner les salles de cinéma ou décarboner l'audiovisuel? Alors, je dirais, c'est un vaste mot, un vaste chantier qui s'ouvre à nous, puisque aujourd'hui, on considère que l'activité cinématographique, l'activité audiovisuelle, celle des industries techniques, elle est à l'image de ce qui se passe dans tous les autres secteurs économiques, c'est-à-dire que c'est une activité qui connaît une contrainte énergétique, qui a des impacts sur l'environnement et qui participe du réchauffement climatique. Et donc, à ce titre-là, elle doit jouer, comme l'a rappelé la ministre de la Culture tout à l'heure, elle doit jouer le même rôle que les autres activités économiques de nos pays, c'est-à-dire qu'elle doit accompagner la transition énergétique de la filière de manière à permettre qu'on aille vers l'objectif de décarbonation, vers l'objectif neutralité carbone qui a été rappelé par la ministre de la Culture tout à l'heure. Je vous le rappelle, les accords de Paris de 2015 avaient fixé cet objectif de neutralité carbone à échéance de 2050. La COP26 en novembre dernier à Glasgow a rappelé que ces objectifs étaient maintenus. C'est une ambition qui est une ambition pour le gouvernement français, mais c'est aussi une ambition pour l'Europe. Donc de ce fait-là, les industries audiovisuelles, cinématographiques, les industries techniques vont devoir engager leur transition pour pouvoir accompagner ce mouvement. Alors, ce plan action, dont effectivement nous a parlé Roselyne Bachelot en introduction de ce colloque, et dont vous nous parlez, Leslie, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il prévoit? Alors, le plan action, comme vous l'avez cité tout à l'heure, nous l'avons travaillé au CNC sur l'année 2021 avec 4 experts environnementaux. Aurélien Bigot était en charge, lui, de l'axe relatif au transport, aux mobilités. On a fait appel à 3 autres experts, Clémence Lacharme, Maxime Efouy-Hess et Marie Carrega. Chacun a eu à travailler sur un domaine d'expertise, donc les transports pour Aurélien, la sobriété numérique pour Maxime Efouy-Hess. Clémence a travaillé, elle, plutôt sur les ressources et le traitement des déchets. Et enfin, Marie Carrega a travaillé sur les moyens de production. Et à travers leurs recommandations, les propositions qui ont été faites nous ont permis de définir un plan d'action publique qui a été présenté en juin dernier, en juin 2021, et qui a d'ailleurs été aussi représenté au Festival de Cannes, et qui a permis de définir une politique progressive en matière d'accompagnement de la filière professionnelle par le CNC. Et donc cette politique progressive, elle vise en 2022 à inciter les professionnels à commencer leur transition énergétique. En 2023, elle nous permettra de définir de nouvelles règles du jeu. Je pense notamment au calculateur carbone des œuvres. Et en 2024, on peut imaginer avoir une conditionnalité des aides au respect d'un certain nombre de nouvelles obligations. Il y a déjà des choses qu'on va appliquer là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Alors, les choses qu'on va appliquer déjà, c'est qu'on a mis en place un observatoire de la transition énergétique, puisque pour pouvoir engager des mesures, il faut déjà savoir compter. D'où partons-nous? The Shift Project a fait un certain nombre de travaux pour justement... Vous nous dites ce que c'est le Shift C'est Project? une structure qui pense l'économie décarbonée et qui se projette justement sur tous les aspects de la décarbonation de notre activité économique et humaine. Et donc, ils ont fait une étude en 2021 où ils ont montré un certain nombre d'impacts. Par exemple, on estime que la production d'un film, d'un long métrage, c'est de l'ordre de 750 tonnes équivalent carbone. Mais tous ces éléments-là sont assez manquants. Donc, on a besoin d'un observatoire de la transition énergétique qui est donc installé au CNC depuis la fin de l'année 2021 pour pouvoir justement mener des enquêtes, faire des sondages. Par exemple, là, on va avoir le rendu du premier bilan carbone des salles de cinéma français. Donc, on a travaillé sur un échantillon d'une quinzaine de salles avec une grande diversité de structures bâtimentaires. Et on va avoir des éléments qui vont nous permettre de dire d'où je pars, quelle est la trajectoire que je dois atteindre et quels moyens je me donne pour l'atteindre. Donc, la première étape, c'est la mise en place de cet observatoire.
La seconde étape, c'est d'accompagner la formation des professionnels. Donc, il y a des organisations professionnelles, syndicales notamment, qui sont en train de proposer une formation d'éco-manager pour des professionnels qui sont déjà en activité. Et nous, le CNC, on a choisi de travailler plus particulièrement sur la formation initiale, c'est-à-dire accompagner les étudiants dans les grandes écoles que nous connaissons. Et à partir de septembre prochain, il y aura une session de formation pour 60 écoles chaque année pendant 4 ans. Ce qui est très intéressant sur cet aspect-là, c'est en fait que BNP Paribas Audience nous accompagne, donc finance avec le CNC la démarche, et donc on s'inscrit dans un processus de longue haleine. Vous nous avez parlé de l'empreinte carbone d'une œuvre. Est-ce que cette empreinte, elle a grossi avec le temps? Est-ce qu'au contraire, elle se réduit grâce à de nouvelles technologies? Comment est-ce qu'on sait d'ailleurs ça? Voilà. La question, elle est là. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas dire quelle est l'évolution de cette empreinte carbone parce qu'on n'a aujourd'hui pas d'outils adaptés à la mesure de l'impact carbone de la fabrication d'une œuvre. On va en parler dans quelques instants. Ça. Aurélien Bigot, donc, je rappelle que vous êtes un des 4 chercheurs qui a permis de mettre sur pied ce plan action du CNC. Déjà, est-ce que ça vous a surpris que le monde de l'audiovisuel et du cinéma se penche sur cette question? Est-ce que vous avez le sentiment que ce n'était pas peut-être un secteur un peu à part ou qui se voyait à part? En tout cas, c'est un secteur qu'on n'a pas l'habitude de prendre de cette manière-là. Souvent, les grands domaines qu'on étudie dans la transition énergétique, climatique, ça va être le logement, les transports, l'industrie, l'alimentation et l'agriculture. Et c'est vrai que souvent, il y a des secteurs du coup, qui sont plus transversaux comme ça, qui sont peu regardés en tant que secteur à part entière, qui doit aussi s'investir sur cette transition. Donc en effet, le travail du CNC de prendre en main ce sujet est selon moi très intéressant. Et en fait, tous les secteurs doivent faire ça de manière générale si on veut réussir à atteindre les objectifs très ambitieux qu'on a d'ici 2050 et même à plus court terme. Alors vous, votre spécialité, c'est la mobilité. Visiblement, vous me l'avez dit en préparant cet échange, que c'est un des leviers les plus importants, peut-être un des plus importants pour pouvoir justement rendre cette industrie plus verte ou pour la décarboner. En quoi, pourquoi et quelles sont les solutions que vous pourriez imaginer? Alors, en effet, les transports, on le voit aussi bien sur la production des œuvres que sur les déplacements des personnes jusqu'au cinéma. Ça représente souvent des impacts importants de la production des œuvres ou du cinéma dans son ensemble. Donc, c'est un sujet, un secteur auquel il faut s'attaquer rapidement. Et si on regarde 3 grands leviers qu'on peut solliciter dans le secteur des transports, un peu finalement sur toutes les étapes du cycle de vie d'une œuvre cinématographique. On a ce qu'on appelle souvent plus en anglais les 3 leviers avoid, shift, improve. Donc si je les détaille, le avoid, c'est comment limiter les kilomètres qui vont être parcourus. Et à ce moment-là, ça peut permettre du coup de réduire l'impact environnemental. Le shift, ça va être le reporter vers des modes de transport qui sont moins émetteurs, donc moins d'avions, moins de voitures, pour plus de transports en commun, pour plus de modes actifs tels que la marche et le vélo. Développer aussi le covoiturage, donc ça va être un deuxième levier, donc du report vers des modes plus vertueux, moins impactants. Et puis le troisième levier d'amélioration, ça va être de limiter l'impact environnemental, notamment via d'autres technologies ou d'autres énergies qui vont être utilisées, par exemple en passant aux véhicules électriques plutôt qu'aux véhicules à pétrole tels qu'on peut les avoir majoritairement aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en travaillant sur ce sujet, que le secteur est conscient du travail qu'il y a à faire? Je pense que c'est très divers au sein du secteur. Il y a des acteurs qui sont déjà très engagés sur le sujet, qui sont vraiment précurseurs de cette démarche, alors que d'autres, je pense, sont peut-être sensibilisés, mais sans forcément agir à ce jour. Et l'ambition, c'est justement de faire en sorte que tous les acteurs deviennent engagés, à la fois par des incitations, en impliquant l'ensemble de la filière sur les évolutions à mener. Alors, j'imagine que quand on parle de l'ensemble de la filière, ça peut aussi aller ça va du cinéphile qui va au cinéma, comment il y va, mais on peut parler aussi, par exemple, des festivals. Il y a des festivals partout dans le monde où se réunissent des gens venus du monde entier. Comment on peut imaginer limiter dans ces cas-là l'empreinte carbone ou de ce genre d'événement?
Mais encore une fois, les 3 leviers vont s'appliquer un petit peu à tout, finalement, que ce soit pour aller au cinéma, pour la production, pour les festivals. Si je prends l'exemple pour aller au cinéma, par exemple, on sait que sur le premier levier, limiter les kilomètres parcourus, souvent les cinémas qui permettent des déplacements des visiteurs, disons des spectateurs plus proches, ça va être plutôt des cinémas en centre-ville. Donc ça, c'est des questions au moins à se poser si jamais des nouveaux cinémas sont construits. Après, la majorité sont déjà construits. Donc là, il faut s'intéresser du coup aux 2 autres leviers de comment on fait pour que les personnes puissent venir avec des modes de transport plus vertueux. Donc, par exemple, agir sur le stationnement, que ce soit son prix ou le nombre de stationnements en voiture qui sont à disposition, que ce soit via des incitations à développer le vélo, que ce soit éventuellement des incitations financières pour les spectateurs, au sein des cinémas, que ce soit via des partenariats avec la mairie pour faire en sorte qu'il y ait des lignes de transport en commun qui permettent d'aller jusqu'au cinéma, que les déplacements en vélo soient sécurisés. Et puis, si on essaie de faire en sorte que ce soit davantage des véhicules plus vertueux qui soient utilisés, de faire en sorte aussi qu'il y ait la possibilité de recharger un véhicule électrique à disposition, qu'il y ait des incitations de ce type-là, pour que voilà, les usagers aussi soient incités à avoir des déplacements vertueux pour aller au cinéma, pour aller jusqu'au festival, et de la même manière aussi pour la production des films, d'agir sur ces 3 leviers de manière conjointe pour réussir à réduire l'impact environnemental. Est-ce que vous avez le sentiment que ces solutions sont applicables aussi bien à des cinémas, des multiplex ou à des cinémas de quartier? Tous peuvent actionner ces leviers, pas forcément avec la même marge de manœuvre, pas avec les mêmes contraintes, etc. Mais très clairement, tous ces leviers peuvent s'appliquer à l'ensemble des activités. Donc après, il faut voir, c'est un peu ça tout le grand sujet, tous les débats après à mener, toutes les réflexions. Et ensuite, toute l'action, c'est de voir quels sont les différents leviers qui peuvent être poussés avec quelle marge de manœuvre et quelle ambition selon les situations propres à chaque acteur. On a commencé à effleurer le sujet tout à l'heure, Leslie. Comment on calcule le bilan carbone d'une œuvre? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de méthode normée, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs sur le marché qui proposent des méthodes de calcul et qui vont par exemple transformer le coût d'un film en équivalent carbone. Donc on va utiliser les dépenses qui sont opérées en matière de décor, les dépenses qui sont opérées en matière de transport, pour pouvoir justement dire je convertis ça en équivalent carbone, et du coup ça permet de mesurer l'impact d'une œuvre sur l'environnement. On a d'autres méthodes de calcul qui vont être un mixte entre le devis du film, donc les dépenses, et puis la réalité des coûts engagés, la réalité des situations que connaissent chacune des productions pour la réalisation d'une œuvre. Donc nous, l'objectif qu'on a sur cette année 2022, c'est justement de se doter d'une méthode de calcul qui soit commune et qui soit applicable à tous. Donc c'est pour ça qu'on travaille à la fois... Commune à l'ensemble de l'Union européenne? Alors, si possible, oui, puisque l'Union européenne mène un chantier dans ce domaine-là de définition justement d'une méthode de calcul carbone des œuvres. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où on est à une époque où les films ne se font plus dans le seul espace franco-français, mais bien évidemment se construisent à une échelle européenne, dans le cadre notamment des coproductions. Nous travaillons à la définition d'une nouvelle méthode, d'une méthode de calcul carbone des œuvres qui pourrait être du coup imposée à la totalité des bénéficiaires des aides du CNC, des aides publiques, mais qui intéresse aussi les diffuseurs. Par exemple, on travaille avec Arte, donc sur ces sujets-là, avec TF1, M6, France Télévisions, pour pouvoir justement définir quels doivent être les éléments qui vont être pris en compte et comment on les prend en compte. Et donc on espère avoir cet outil d'ici l'été. Comment réagissent les producteurs face à ce travail? Est-ce qu'ils craignent qu'à un moment, leurs aides puissent être soumises au bon respect d'un certain nombre de normes? Oui, obligatoirement. Mais en même temps, ça serait faux de dire que les gens sont dans la crainte. C'est aussi une formidable opportunité que de pouvoir s'engager dans cette transition énergétique. On a, tout à l'heure, Aurélien le disait, un certain nombre d'opérateurs qui sont déjà très mobilisés. Pour preuve, on voit même, ne serait-ce que l'émergence des films à impact qui sont extrêmement présents dans le paysage cinématographique actuel. Mais il y a aussi des producteurs, il y a aussi des réalisateurs qui imposent un certain nombre de règles du jeu sur les moyens qui sont utilisés, les énergies, les consommations alimentaires ou le traitement des déchets.
Est-ce que la perspective, c'est quoi? C'est de mettre des bonus à ceux qui sont vertueux, les projets qui sont vertueux, des malus à ceux qui ne le sont pas? J'ai envie de dire que ça fera pour le coup l'objet d'une concertation avec la filière et avec les professionnels, puisque c'est pas simple de s'installer dans un système qui créerait des bonus et des malus. Et puis l'objectif, c'est pas de freiner non plus la créativité et la création et la diversité de la création. Mais ce système existe déjà, on l'a fait pour améliorer la place des femmes. Oui, mais c'est pas du malus, c'est du bonus. C'est du bonus, oui, Voilà. tout à fait. Mais est-ce que du coup, il faut peut-être aller dans l'autre sens? On verra. Ça fera l'objet d'une discussion justement avec les professionnels et je pense qu'on aura à cœur en tout cas de poser tous les termes du débat et on verra justement avec eux ce qui est préférable. Dans les discussions que vous avez, je posais un peu cette question tout à l'heure à Aurélien, que vous avez avec les gens du secteur, est-ce que vous avez avec l'industrie, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde a bien conscience aujourd'hui qu'on n'a plus le choix, qu'il faut aller vers ces solutions-là? Moi, je considère, en tout cas, on vient de faire un sondage auprès des professionnels, on a eu quasiment 1000 réponses. On voit bien qu'il y a une conscience forte de la part des professionnels. Après, il y a beaucoup d'interrogations sur comment atteindre ces objectifs et comment on les accompagne pas, qu'est-ce qui est de leur ressort. Voilà, il y a plutôt des interrogations sur comment faire. Mais bien évidemment, dans une filière qui est aussi vaste, il y a forcément des acteurs qui sont extrêmement investis et impliqués et puis d'autres qui se sentent moins sensibles à ces problématiques-là. Tout le travail qu'on va mener, c'est justement de les accompagner pour se rendre compte que, de toute façon, on est dans une logique où on ne peut pas reculer. Et cet accompagnement, il peut se faire sur combien de temps, combien d'années? Alors là, on est sur une première phase du plan Action qui est sur 3 ans, 2022, 2023, 2024. Donc déjà, on va mettre en œuvre tout ce qu'on a annoncé et on espère que ça contribuera du coup largement à cette transition énergétique de la filière et à un accompagnement des professionnels à tout point de vue. Il y a des choses qui sont très simples à faire sur le traitement des déchets, les traitements des déchets par exemple. Puis il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées comme de l'investissement sur les bâtiments, dans les salles de cinéma. Aurélien, une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma est en avance, en retard par rapport à d'autres secteurs avec lesquels vous avez pu travailler? C'est difficile à dire. Je dirais pas forcément en avance parce que c'est, je dirais, une contrainte qui est assez nouvelle, en tout cas dans le secteur. Pour l'instant, il n'y a pas encore particulièrement de régulation, etc. sur ce sujet-là. Après, il y a un retard, en tout cas sur les transports que j'observe en France, un petit peu finalement généralisé. Donc, qu'il y ait un certain retard sur le cinéma, c'est un peu finalement dans l'ensemble aussi des secteurs sur ce sujet-là. Donc, c'est sûr qu'il faut accélérer aussi bien pour le cinéma que pour les autres secteurs si on veut réussir à rattraper nos objectifs climatiques. Et alors, je sors juste, j'avais dit dernière question, mais en fait, j'en ai encore une petite dernière. Quand on sort des professionnels, quand on regarde du côté des consommateurs, de ceux qui vont en salle, est-ce que là, il faut aussi faire une prise de conscience ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est en chemin ou que là, la question de la mobilité douce ou de ce genre de choses est encore assez loin pour la question des loisirs et donc d'aller au cinéma? Je pense que c'est aussi un sujet sur lequel le cinéma peut en effet s'investir. Quand on regarde les bilans carbone ou les quelques chiffres qu'on a à ce jour, en tout cas, on voit que c'est une partie très importante de l'impact carbone du cinéma dans son ensemble. Après, c'est peut-être un levier sur lesquels les acteurs du milieu du cinéma ont peut-être moins de leviers très directs. Alors, il y en a, mais pas forcément aussi direct que sur la production, par exemple. Donc, ça veut dire ça doit aussi être un travail qui est en concertation, par exemple, avec les mairies, avec les collectivités locales, etc., pour repenser les déplacements vers les cinémas, mais en fait les déplacements de manière beaucoup plus globale. Donc ça veut dire qu'un cinéma de manière isolée ne peut pas non plus tout faire, mais pour autant, il faut qu'il fasse la part qu'il peut réaliser pour enclencher des changements de comportement plus vertueux. Moi, je dirais que ce qui est intéressant à constater, c'est qu'on a quand même beaucoup de réalisateurs qui s'engagent sur des productions, sur des films à impact, qui mettent justement en avant l'urgence climatique, et que ces films-là ont une résonance, un écho très fort au niveau du public. Et donc, forcément, on constate aussi une sensibilité plus aiguisée du grand public à ces questions-là. Et donc, de toute façon, on a des objectifs politiques, environnementaux à atteindre. Et en plus, on a une population, une conscience citoyenne qui est de plus en plus en demande, en tout cas, qu'on aille vers des chemins vertueux du point de vue de l'impact environnemental.
Une question nous a été adressée par une personne qui nous suit à distance. Comment évaluez-vous la réduction de l'empreinte carbone des festivals de films ? Alors, pour l'instant, on ne l'évalue pas encore, puisque justement, on a besoin d'avoir des outils. Mais comme le disait Aurélien, sur les festivals, on peut travailler sur plusieurs axes. On peut travailler sur la question des transports, on peut travailler sur la question des énergies. Par exemple, il est très important là aussi de se poser des questions. Est-ce qu'on va utiliser un groupe électrogène à fuel, ou est-ce qu'on va aller vers des branchements forains, ou est-ce qu'on va aller vers des groupes électrogènes qui vont développer une technologie nouvelle et qui seront moins impactants du point de vue du bilan carbone de la manifestation. On a aussi tout ce qui est consommation, donc c'est-à-dire consommation alimentaire. Il y a beaucoup de festivals qui s'engagent, je pense au FIPADOC qui s'est tenu la semaine dernière à Biarritz. Ils se sont déjà engagés fortement sur l'élimination des plastiques, les consommations alimentaires, la consommation carnée. Enfin, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être menées. Il y a des sujets qui peuvent porter sur les supports de communication. Il y a des sujets qui peuvent porter sur les modes de projection. Quel choix on fait en termes de projecteurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de réduire l'impact d'une manifestation, quelle qu'elle soit. Très bien. Plus d'autres questions. Merci beaucoup, Leslie Thomas, et merci Aurélien Bigot d'avoir participé à cette journée et d'être venu nous parler d'un cinéma plus vert.